So we are coming to the last part of this symposium, and we'll come back to reminiscences about Anatole, and there will be a small change to the program, and I will ask Jean-Claude Pecker to say a few words. In fact, when I looked at who, there was a kind of competition, who had known Anatole Abragam for the longest time, and I think that the winner is Jean-Claude Pecker, as he will explain to you in a moment. So, yes, Jean-Claude Pecker va parler en français. Il a été professeur au Collège de France de 1963 à il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Non. Et donc, il a très, c'est la personne qui a connu le plus longtemps Anatole Abragam comme professeur au Collège de France et beaucoup plus longtemps avant, comme il va nous le dire Comme lui-même. étudiant. Comme étudiant. Comme étudiant. Alors, je tiens d'abord à m'excuser auprès de tous les physiciens que j'ai entendus tout à l'heure. Toute ma vie a été consacrée à un atome extrêmement simple, l'hydrogène. Et j'ai jamais beaucoup étudié des atomes ou des molécules beaucoup plus complexes. Donc, je parlerai d'Abragam et pas de science. Les souvenirs, ça remonte très loin. 1942. 1942, Grenoble, au cœur des Alpes. Et 1942, c'était une période difficile où, à ce moment-là, les cours de physique, de mathématiques se donnaient à l'Institut Fourier, à Grenoble. René Fortrat était le physicien. René Gosse, le doyen René Gosse, qui après a été assassiné par la milice française, faisait les cours de mathématiques. Et Marcel Brelot, qui était l'intrépide bourbakiste de l'époque, nous enseignait le bourbakisme. Donc nous étions là, une cinquantaine, une soixantaine d'étudiants, disons des jeunes gens, dont une grande partie venait de Paris, pour des raisons évidentes. C'était des gens qui s'étaient réfugiés à Grenoble. Il y avait là-dedans 3 ou 4 normaliens, à qui le maréchal n'avait pas voulu laisser la possibilité d'étudier rue d'Ulm. Et puis il y avait de temps en temps d'autres personnages, notamment un monsieur qui venait, qui était un homme, nous étions des jeunes gens, lui était un homme jeune, qui venait suivre les cours de mathématiques principalement, mais qui de toute évidence en savait beaucoup plus que nous. Il avait une drôle de casquette sur la tête, on l'appelait l'homme à la casquette norvégienne. Je ne l'ai jamais appelé autrement pendant cette période-là parce qu'on ne savait pas son nom. D'ailleurs, il le cachait soigneusement. Et bon, j'ai sympathisé avec ce garçon-là. Nous avons échangé beaucoup de choses. Il m'a fait lire l'ancienne et la nouvelle physique des quanta de Gene-Bloch. Je lui ai fait lire le livre sur la mécanique quantique de Gaston Julia. Et nous en discutions. Lui n'aimait pas beaucoup Julia parce que c'était un peu trop mathématique pour lui. Dans son esprit, l'expérience passait avant le reste. Et on retrouve un peu cette pensée dans le débat qu'il a eu beaucoup plus tard avec René Thom, où René Thom défendait la mathématisation de la pensée, alors que Abragam se référait... Ah, j'ai dit que c'était Abragam, je ne l'avais pas dit avant. Où Abragam se référait essentiellement à l'expérience et au monde réel. Bien, donc nous avons sympathisé, et puis le temps a passé, la guerre prenait un tour très désagréable. Abragam est parti avec les FTP, quelque part dans le maquis. Moi, je suis retourné sur Paris, où j'ai été à la fois tourneur et saboteur. C'était une période difficile. On s'est complètement perdu de vue à ce moment-là. Et puis nous nous sommes retrouvés plus tard, curieusement. Curieusement, je suis obligé de faire une petite parenthèse ici, parce qu'Abragam n'a pas été concerné tout de suite. Je ne savais même plus comment il s'appelait, cet homme à la casquette norvégienne. Et puis, j'ai passé 6 mois de mon existence à Copenhague, dans la pension Haase, qui était la pension où étaient hébergés également les gens qui allaient chez Niels Bohr. Moi, j'allais chez Strömgren, le directeur de l'observatoire, et Niels Bohr est bien sûr le physicien qui attirait énormément d'élèves chez lui.
Et Claude Bloch, que certains d'entre vous ont connu, Claude Bloch était en même temps que moi à la pension Haase. Lui, il était chez Bohr, moi j'étais chez Stromgren, mais nous avons très vite sympathisé et on a déambulé sur le Nyhavn à Amsterdam et un peu partout. On cherchait des fish markets, c'est-à-dire le marché aux poissons. Le poisson d'Amsterdam était excellent. Et mon Dieu, nous avons parlé de physique. Et j'ai appris énormément de choses. Il m'a convaincu à ce moment-là que les moments nucléaires, c'était une chose intéressante. Et j'ai fait mon second sujet de thèse, la nécessité dont tout à l'heure on nous a évoqué l'existence autrefois, le second sujet de thèse. Et mon second sujet de thèse, c'était les moments nucléaires. Alors donc cette sympathie avec Claude Bloch a fait que lorsque Claude Bloch est revenu à Paris, et moi aussi, je suis allé voir Claude Bloch où il était, c'est-à-dire au CEA, le CEA de 1948-49 par là. C'est-à-dire le CEA qui était installé à Fontenay-aux-Roses dans ce qui s'appelle le fort de Châtillon. Et là, il y avait une poignée de physiciens, tous qui travaillaient avec Claude, et de physiciens de grande classe. Et j'ai donc sympathisé avec ces physiciens. Ils étaient 4. Il y avait Claude Bloch, évidemment, Jules Horowitz, Michel Trocheris et Anatole Abragam. Ça fait 4. On les appelait pour ça les 3 mousquetaires. Et donc nous avons tous sympathisé. Ils sont devenus des amis. J'ai longtemps gardé de très bonnes relations avec tous. Et dans la foulée de cette relation, nous sommes allés au colloque, je pense, ce colloque symposium qui a eu lieu à Amsterdam en 1950. Je crois que ce colloque d'Amsterdam 1950 a été une étape clé dans le développement de la physique de l'époque. Je pense que c'est à cela que vous faisiez allusion, mon cher confrère, lorsque vous parliez d'Abraham ayant découvert la physique nucléaire, les moments nucléaires, en 1950. Je pense que c'est à l'occasion de ce congrès. Moi, j'y allais simplement pour parfaire la seconde thèse dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, que m'avait suggéré Claude Bloch, et Abraham y était aussi, bien entendu. Et là, je dois dire que j'en ai gardé un souvenir, le souvenir d'un jeune chercheur, d'un blanc-bec illuminé par tout ce qu'il voyait, par tous les grands noms qui l'entouraient, depuis Purcell, Ramsay, Townes et quelques autres. Et j'ai appris beaucoup de choses de Polycarpe Couche. Polycarpe Couche travaillait sur la résonance magnétique du césium. Et les pendules à césium ont ensuite fait florès pour la définition du temps atomique. Le temps atomique qui s'appelle en français TA, mais internationalement TA, parce qu'il a été nommé ainsi par Bernard Guinaud, astronome à l'Observatoire de Paris, qui avait travaillé sur ces pendules à césium à l'époque. Donc nous revoilà redevenus amis avec Anatole. On se voyait, on échangeait des tas d'idées sur la physique moderne, sur l'organisation de l'université et du CEA. Je ne sais pas pourquoi je me suis trouvé conseiller du CEA à cette période-là, sans d'ailleurs avoir jamais conseillé le CEA en fait, mais enfin bon, c'était amusant. Et nous sommes restés donc en très bons termes pendant toute cette période avec Anatole, jusqu'au moment où nous nous sommes retrouvés tous les deux à 3 ans de distance, professeurs au Collège de France. Et bien entendu, les relations se sont renouées. Avant mon élection d'ailleurs, alors que Anatole était déjà professeur, j'ai souvent dîné chez lui. Il n'a pas fait campagne pour moi parce qu'à ce moment-là, il y a eu une compétition entre la physique et l'astronomie. Bon. Bref, j'ai quand même été élu, malgré lui. Et je suis redevenu très ami avec Anatole dans une période qui fut une période vraiment très excitante pour lui, et pour lui comme pour moi. Voilà à peu près les vieux souvenirs d'autrefois, des souvenirs qui me sont très chers. Anatole était un homme pour qui j'avais une très grande admiration. Parfois, il était difficile à vivre, dans la mesure où il était parfois cassant. Je veux dire que son ironie était parfois un peu gênée, mais enfin, elle était toujours positive et
et constructive, et je crois que c'est ce caractère constructif et souriant à la fois d'Anatole dont je garderai un très bon et très grand souvenir. Merci.